c'est parti. Donc, bonjour, premier petit cours d'introduction à Photoshop dans ce cursus cette année. Donc là, évidemment, on démarre Photoshop, on va faire nouveau fichier. Nouveau fichier. On peut en fait ouvrir des formats de fichiers à destination différentes. Déjà, c'est important de savoir qu'il y a des fichiers destinés plutôt à l'impression, des fichiers plutôt destinés à tout ce qui est écran. Ça va changer évidemment ce qu'on appelle la résolution. C'est la résolution de sortie dans ce cas-ci. On va effectivement parler de pixels par pouce, PPI ou DPI en anglais, ce qui va être évidemment un petit peu plus universel. On peut enregistrer ces formats soi-même, par exemple pour faire des formats carte postale, carte de crédit, un peu ce qu'on veut, avec des résolutions différentes. On a la résolution de sortie, on a la résolution d'entrée, qui peut être affichée, exprimée en millimètres, mais en pixels aussi. Donc on peut faire évidemment plein de choses en fonction du besoin. À ce niveau-ci, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en général, tout ce qui est impression, c'est 300 dpi. Tout ce qui est écran, par exemple web, c'est 72 dpi. Tout ce qui est écran, on va travailler en couleur RVB, rouge, vert, bleu. Tout ce qui est impression, on va plutôt choisir des couleurs CMJN à ce niveau-ci. Après, quand on choisit ces espaces-là, on va voir ici, on a des options par exemple de profil colorimétrique. En Europe, on utilise le Coated Fogra 39 ou 39, qui est plus universel pour la calibration des imprimantes quadrichromie en Europe à ce niveau-ci. Donc ça, c'est une notion qui est plus ou moins importante à tenir compte. En photographie, évidemment, on peut destiner à l'impression, on peut commencer en 300 dpi, on peut faire des images en 300 dpi pour un écran, comme on peut faire des images en 72 dpi pour l'impression. Il faut juste que la quantité de pixels soit suffisante pour couvrir la taille d'impression ou la taille de représentation sur l'écran final. Ici, par exemple, je peux, si jamais j'exprime en centimètres, bah là, je vais faire par exemple une photo en 16 cm sur 12. C'est pas assez. On va faire par exemple un format vertical de 30 de largeur sur 45. Comme ça, on va avoir un rapport de proportion plus ou moins similaire. Et en pixels, ça donne 3543 pixels sur 5315 pixels. Ça va peut-être être plus simple pour vous. Dans ce cas-ci, si je sais que je vais destiner exclusivement à un écran, je peux aller en 72 dpi, mais ça ne pose pas de problème si vous faites du 300 dpi. Voilà, le fichier ne sera pas différent au niveau poids. C'est une valeur virtuelle, le dpi, qui va aider le moniteur de sortie, l'imprimante ou le moniteur, à afficher correctement l'image. Ça, c'est voilà, une notion plus ou moins évidemment importante. Et profil de couleur, évidemment, c'est très important aussi de toujours intégrer un profil de couleur. Ici, par exemple, je vais utiliser image P3. C'est le profil de couleur de mon écran pour ne pas avoir de soucis. Ça permet d'avoir un peu plus de couleurs, mais en général, si jamais vous avez un ordinateur un peu, voilà, peu importe, ou un moniteur, vous prenez sRGB ou Adobe RGB si jamais vous voulez, ça va être un petit peu plus universel, plus commun. Ou le sRGB ici, ça va être un petit peu la même chose. Enfin, ça, c'est cela et cela, c'est un peu les mêmes dans ce cas-ci. Moi, je prends l'image P3. Non, je vais rester, pardon, sRGB, parce que comme vous allez voir la vidéo sur Internet, on risque d'avoir une perte de couleur, et comme ça va être un peu plus confort. Si jamais vous voulez sauvegarder, ben, vous pouvez déjà donner maintenant le nom à votre fichier. Image, exemple, Photoshop par exemple. Vous pouvez même sauvegarder ce pré-réglage. Donc si par exemple je clique ici, bah, il va effacer un petit peu le nom, il garde ces réglages là. Et format 30, 45, écran. Comme ça va m'aider à savoir un petit peu quel format. C'est un format destiné aux 30-40 cm.
Si je fais enregistrer, bah maintenant vous voyez, il apparaît dans mes formats enregistrés et ça permet de directement le réouvrir et le prendre par exemple, modifier la résolution, remodifier le nom, ce qu'on veut un peu. Voilà. Donc on en a plein, on peut trouver des formats déjà qui existent sur internet, des fichiers templates, on peut créer des templates aussi, mais on ne va pas passer à ça maintenant. On peut aussi gérer dans Photoshop la vidéo, donc on va avoir des formats standards vidéo, HD, semi-HD et on peut même faire de la 4K. Évidemment ici c'est étrange qu'ils n'ont pas intégré les paramètres 4K, à moins de les ouvrir. Oui, voilà, on a le 8K, on a le 4K qui est là, donc on peut même gérer des formats un peu plus importants. Vous voyez que tout ce qui est écran, c'est toujours en 72 dpi, ou ppp, point par pouce, ou pixels par pouce. Et tout ce qui est en général 300 dpi, ppp, c'est exprimé comme ça. Là, je vais rester sur mon format ici. Je vais faire créer. Voilà. Là, il a créé mon fichier dans ce cas-ci. On peut se rendre compte que l'interface peut faire évidemment un petit peu peur. On va un petit peu survoler tout ça. En général, il y a beaucoup de fonctions, il y a beaucoup de boutons. On ne sait plus est-ce qu'il faut aller dans les menus, est-ce qu'il faut aller ici, est-ce qu'il faut faire des clics droits menus, est-ce qu'il faut faire des clics droits dans les calques. Peu importe. Le principe, c'est que vous trouviez une méthode de travail qui vous convienne, qui vous facilite la tâche et la vie. Et par après, vous allez adapter votre espace de travail en fonction de vos besoins. Ici, je vais aller par exemple dans Fenêtre, Espace de travail. Je vais faire réinitialiser les indispensables parce qu'on a ce qu'on appelle les espaces de travail qui sont déjà préformatés, pré-mis en place pour différents, histoire que tout le monde ait les mêmes. Je vais aller dans Indispensables, réinitialiser les indispensables. Comme ça, on va avoir la même interface. Moi, ce que j'utilise très souvent dans Photoshop, évidemment, on va parler on va partir sur le côté droit, c'est les calques. Les calques, ça va être vraiment comme une lasagne, comme un burger, qui vont additionner les couches des éléments graphiques qu'on va créer, que ce soit une photo, des éléments vectoriels faits à la plume ou autre outil vectoriel, des dessins de pinceau, du texte, des éléments d'effets, des calques de réglage, parce qu'on peut faire des calques de réglage plutôt que des réglages directs. Ça permet d'être non destructif, c'est très important d'être non destructif dans Photoshop. Donc tout ça se gère dans la fenêtre des calques à ce niveau-ci, qui vont vraiment être un cœur essentiel de Photoshop sur lequel on va pouvoir appliquer des tas de fonctions si on veut. On a les couches. Les couches, c'est ce qui compose l'image. L'image va être composée de couches rouge, vert, bleu, RVB, ou si jamais on travaille en cyan, magenta, jaune, noir, ben on va avoir des couches cyan, magenta, jaune, noir. On utilise de temps en temps les couches pour sauvegarder des sélections, par exemple, pour faire certains effets, pour faire plutôt pour les photographes, pour faire des découpages de luminosité, des trucs comme ça, pour faire des sélections plus précises. Mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on utilise systématiquement ou régulièrement, mais de temps en temps quand même. Et les tracés, mais les tracés, ça va être lié à tout ce qui va être vectoriel. Les tracés, ça va être plutôt des guides, des repères qu'on va utiliser soit pour faire une forme, soit pour faire un masque, soit un détourage, ou pour utiliser ça comme une espèce de tracé de référence pour appliquer un contour, pour appliquer du texte sur ce tracé, pour appliquer un effet sur un tracé. Donc ici, on peut les sauvegarder ici aussi. En tant que designer, graphiste, illustrateur, les tracés, on utilise ça plus souvent. En tant que photoshopper, pardon, retoucheur et photographe, on utilise ça un petit peu moins de temps en temps, mais quand même un petit peu moins. À savoir que dès qu'on va créer une forme vectorielle avec les différents outils vectoriels, un tracé va se créer tant qu'il est actif. Si jamais on passe à un autre élément, bah, ce tracé supprime. Mais on peut sauvegarder les tracés aussi. Donc beaucoup de choses ici à savoir. Tous ces éléments-ci, donc toutes ces fenêtres sont modifiables. On peut les prendre, les déplacer. On peut les redimensionner à souhait. On peut les positionner ailleurs pour avoir des espèces de couches du coup horizontales plutôt que verticales. On peut les mettre en miniature. Allez, si j'y arrive, voilà. On peut les mettre en petite miniature en icône ici. En cliquant dessus, ça les révèle ou pas. Donc on peut vraiment les adapter comme on veut, comme on le souhaite à ce niveau-ci. Ça, c'est assez intéressant. On a les options ici, mais spécifiques par rapport au calque. Voilà. Parce qu'on peut gérer les calques à travers ce petit menu burger ici. On peut gérer les calques à travers le menu ici. On peut gérer les calques avec un raccourci clavier. Donc on peut faire quand même pas mal de choses. En bas, parce que c'est quand même un truc assez important, on va voir en haut après, mais en bas ici de la fenêtre calque, on va voir quelques options. La poubelle, le petit plus pour créer des nouveaux calques vides dans ce cas-ci,
le petit dossier pour grouper des calques. Le petit rond noir-blanc, ça va permettre de créer des calques de réglage. Ça, on va revenir dessus, c'est très important. Pas tous sont super importants, mais on va revenir dessus. L'espèce de drapeau japonais ici, en fait, ça symbolise le masque. Donc le masque, c'est une notion très importante dans Photoshop aussi. Un masque, c'est tout simplement une surcouche à votre calque qui va permettre de rendre visible des éléments ou masquer des éléments en fonction de la couleur qu'on choisit, noir ou blanc. Le blanc révèle, le noir masque. Donc ça, c'est une notion très importante. On utilise ça très souvent dans Photoshop. Plutôt qu'effacer des pixels ou des éléments qu'on risque d'avoir besoin par après parce qu'on a fait une erreur, on travaille avec des masques qui vont masquer temporairement si besoin. Et on peut revenir en arrière, on peut revenir en arrière de manière graduelle. Donc ça, c'est travailler de manière non destructive. C'est une notion assez importante à ce niveau-ci. Et puis, on va aussi, par exemple, si on sélectionne un calque, on va pouvoir appliquer déjà certains effets, ce qu'on appelle les styles de calque, à ce calque, à cet élément-ci. Et on peut lier deux calques ensemble. Donc si par exemple j'appuie sur la touche commande et je clique sur deux calques, je peux les lier par exemple, ces deux calques vont être liés. Si jamais je décide de bouger un élément, ben, les deux éléments vont bouger en même temps. Donc je peux les lier avec, dans un dossier, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont bouger en même temps dans ce cas-ci. Ça veut juste dire qu'ils sont groupés, on peut faire du coup des effets différents à ce niveau-ci. Euh, on a le petit cadenas qui s'affiche quand on sélectionne un cadre, qui veut dire que l'arrière-plan est verrouillé. En général, dès qu'on va créer un nouveau document, l'arrière-plan est toujours verrouillé. Dès qu'on va ouvrir parfois une photo en RAW, bah, il va être verrouillé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le déverrouiller. Ça veut dire que c'est déjà une petite protection pour éviter de détruire son image de base. Il faut garder en tête que c'est important dans Photoshop de travailler de manière non destructive afin de pouvoir conserver ses pixels ou son travail d'origine sans perte de qualité. Donc ça, c'est une notion assez importante. Les options qu'on a ici au-dessus, on verra ça un petit peu plus tard pour pas trop confuser pour le moment. Donc les couches, on ne va pas s'en occuper, les tracés, on ne va pas s'en occuper. Les propriétés, voilà, chaque fois qu'on va sélectionner un type de calque, que ce soit un calque de réglage, un calque pixelisé, un calque vectoriel ou un masque, on va avoir du coup avoir les propriétés qui vont être liées à cet élément-ci. On peut par exemple continuer, descendre cette forme-ci pour un petit peu adapter. Si par exemple je fais un nouveau calque vide, ben, vous voyez que du coup on a les propriétés calque de pixels. Si je fais un calque vectoriel par exemple, si je prends une forme quelconque ici, c'est une forme euh, vectorielle. Si je fais un petit élément rectangulaire ici, on va voir qu'on va propriété de forme, on va pouvoir le modifier ici, on peut le modifier avec la souris directement, on a les aspects, on a le Pathfinder comme dans Illustrator, ça on peut voir plus tard, qui est évidemment beaucoup plus simplifié, mais c'est les options de base à ce niveau-ci. Donc on a quelques éléments qui sont vectoriels, et donc du coup, vous voyez, si je crée un nouveau calque ici, on a les propriétés d'un calque vectoriel, pixel, les propriétés d'un calque vectoriel. Si par exemple je crée un masque ici, et je clique sur mon masque, ben, on a les propriétés du masque, sa densité, son contour progressif, on verra ça plus tard, ne vous inquiétez pas, petit à petit. Les réglages, c'est un peu un raccourci visuel de cette icône-ci. On peut par exemple directement sélectionner un calque de réglage, balance de couleur et adapter, modifier euh, sa couleur par rapport à l'ensemble. Donc, il y a des tas de possibilités d'édition. On verra plus tard les calques de réglage un peu plus en détail. Mais voilà, ici par exemple, j'ai ce petit calque ici qui va modifier la couleur de mon calque en dessous. Petite astuce, vous voyez un œil, je ne veux pas vous insulter en disant ce que ça fait. On clique, on déclique, voilà. On a donc les réglages ici qui va me permettre de voir tous les réglages possibles. Il y a même des prévisualisations par exemple maintenant, il y a des nouveaux paramètres prédéfinis. Ça c'est arrivé il n'y a pas très longtemps dans Photoshop, c'est un petit peu intéressant. Ça permet de déjà sauvegarder toute une série de types de rendus d'images. C'est plutôt pour les photographes ou les retoucheurs dans ce cas-ci. Bibliothèque, alors ça c'est quelque chose de quand même assez important dans Photoshop et dans tout l'environnement de chez Adobe. On peut par exemple créer une bibliothèque dans laquelle on va sauvegarder des éléments, des ressources, que ce soit des ressources texte, des couleurs, des formes, des effets de style. Donc par exemple, si je sélectionne mon élément ici et j'applique mon style ici, il va appliquer ce style un peu néon qui n'est pas adapté à cette forme-ci, on est d'accord. Mais on peut sauvegarder des styles, on peut sauvegarder des couleurs. Donc il suffit parfois tout simplement
de cliquer, mais évidemment ici j'ai un effet de style, donc il faut évidemment réadapter ma couleur pour qu'elle s'adapte. Alors pourquoi ici j'ai plus de couleur? Parce que pourtant mon élément, eh bien, vous voyez que mon icône change quand même de couleur. Et pourquoi je ne vois? Parce que je suis en mode incrustation, je suis passé en mode normal. On verra ça plus tard aussi, les modes de fusion. Justement, quand on choisit parfois un effet de style, et qui va parfois automatiquement adapter les, euh, les modes de fusion aussi parfois. Donc il faut tenir compte parfois qu'on peut avoir des erreurs visuelles. Mais donc les bibliothèques, l'avantage des bibliothèques actives, c'est que ça permet de synchroniser des types de ressources, comme j'ai dit, entre toutes les applications Adobe. Illustrator, InDesign, un peu tout ce qu'on veut, et les synchroniser et les partager avec des partenaires, des clients, des trucs comme ça. Donc on peut rendre accès ces fichiers-ci à différentes personnes. Donc on a plein de possibilités à ce niveau-ci. Je ne veux pas rentrer dans les détails des fonctionnalités de la bibliothèque, c'est un peu du classique dans ce cas-ci. Au-dessus, on va avoir des fonctions un petit peu importantes quand même aussi. La couleur, c'est très important évidemment la couleur. Ça va permettre de choisir sa couleur. Ici, on a la couleur sur la teinte, on va avoir la couleur sur la luminosité, très claire, très sombre, et sur la saturation, très saturé, pas saturé. Oui, quand on sélectionne déjà une couleur ici, on va parfois avoir un petit avertissement qui va dire attention, cette couleur n'est pas imprimable. Donc si jamais vous décidez de créer une identité visuelle, vous savez par exemple cette identité visuelle risque à un moment donné d'être imprimée sur des magazines, des étiquettes, des stickers, des trucs comme ça, la couleur initiale que vous avez choisie risque d'être un petit peu déformée. Euh, c'est toujours bien de penser à la déclinaison de votre futur support et d'adapter déjà la couleur pour qu'elle soit plus facilement imprimable sans avoir trop de déformations ou sans devoir trop intervenir sur le processus d'impression. Donc on a la couleur, c'est un élément classique. On va voir le nuancier, ce qui va permettre d'afficher par exemple des palettes, donc des palettes qu'on peut créer soi-même, des palettes qu'on peut importer, des palettes déjà préexistantes. Donc c'est vraiment comme un peintre, hein, il va sélectionner toute la palette avec laquelle de couleurs il va travailler sur, sur son œuvre. Bah, vous ici aussi, vous voyez, on a les couleurs simples, primaires, pures, light, pastel, qui permettent par exemple, si voilà, je vais travailler avec ce petit vert-ci, ou un vert un petit peu plus léger, ou un petit vert pur, plus saturé, ou un vert saturé mais plus sombre. Donc voilà, donc les nuancés, c'est quand même assez important. Les dégradés, pareil, ça va permettre d'appliquer des teintes dégradées avec des effets. N'abusez pas des dégradés, c'est souvent très moche. Euh, les dégradés un peu pastel comme ça, d'une couleur vers une autre, ça passe encore, mais des dégradés à 42 couleurs, alors ça c'est un peu tendance par moment, mais il faut pas trop. Voilà, je trouve que les dégradés ça fatigue visuellement très très vite. Et les motifs, donc les motifs c'est pour intégrer directement ce qu'on appelle les patterns, des trucs comme ça. Ceux qui sont déjà préintégrés dans Photoshop, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. On peut en importer d'autres, il y en a des milliards sur Internet. On peut créer ces patterns soi-même aussi si on veut. Mais ça, on va pas survoler tellement ces éléments-ci. Je vais revenir à une couleur un peu standard. Et pourquoi motif non nuancier? Clac, voilà. Voilà, ça c'est les éléments simples. On a ici sur le côté les commentaires. Les commentaires, c'est si jamais vous partagez votre travail, vous pouvez créer un lien, l'envoyer à votre client, vos partenaires, votre formateur, à qui vous voulez. Et il peut du coup voir sur le web, Internet, Internet, hein, vous connaissez Internet, c'est un peu comme le Minitel mais en mieux. Donc il peut mettre des commentaires en live et vous allez du coup avoir affiché sur votre travail bah, des petites capsules avec les commentaires. Vous pouvez modifier en live et lui il voit aussi de son côté. Donc d'un point de vue relation client prestataire, c'est quand même assez intéressant. Et au-dessus, on a quelque chose d'hyper important. C'est ce qu'on appelle l'historique. Ça, c'est une notion très importante dans Photoshop. On va du coup avoir des indications de qu'est-ce qu'on a fait dans son document depuis la création du document. Donc tout au-dessus, on a par exemple le fichier d'origine et puis on peut revenir nouveau. Petit à petit, on peut aller chaque étape qu'on a fait. À savoir, si vous n'avez pas modifié les options de base de Photoshop, on va avoir un historique qui remonte à 50 étapes. On peut, si on veut augmenter ça, on va dans Photoshop, fichier, ça dépend, parfois ça change, réglages, on va avoir performance et
voilà, état d'historique, voilà, on peut aller jusqu'à 1000, là c'est vraiment beaucoup, en général 200 ça suffit. Faut pas être à 200 piles, mais voilà, ça c'est important. Tant qu'on est dans les performances, n'oubliez pas d'augmenter la qualité, la capacité de Photoshop à utiliser de la RAM, au moins 75%, je pense. Surtout si c'est le software en avant-plan dans ce cas-ci. Et si jamais vous utilisez des disques durs externes, c'est utiliser par exemple euh, la possibilité de demander le disque de travail ici à Photoshop de aussi utiliser les disques externes de travail qui vont vous permettre d'être un petit peu plus performant et de sauvegarder les fichiers temporaires. Donc si par exemple ici, voilà, j'ai créé cet élément-ci, mais je voudrais sauvegarder par exemple un nouveau document à partir de l'état actuel. Vous voulez faire une variation. Vous cliquez ici, il va créer un second document avec cet état-ci comme étant un état de départ. Vous voulez aussi, ne pas enregistrer, non, on s'en fout. Vous voulez aussi, par exemple, sauvegarder ce qu'on appelle allez, voilà, merci Photoshop, un instantané. Donc je clique ici, ben, tout au-dessus. Vous voyez, on a le fichier d'origine, on a l'instantané. Évidemment, dans l'historique, il ne se passe rien. C'est juste que du coup, on va voir et avoir tous les évolutions de réglage qui sont là. Dans l'historique, ça ne change rien du tout, hein. Ça fait juste créer un instantané dans ce cas-ci. Petite symbolique ici, va avoir ce petit pinceau. Ce petit pinceau, c'est ce qu'on appelle le pinceau d'historique. Parce qu'on peut utiliser un pinceau qui se trouve sur la gauche, ici, pour repeindre un état précédent. Donc, par exemple, cette petite vignette, ça c'est assez intelligent dans Photoshop, surtout pour les gens qui commencent. On va par exemple choisir l'état d'historique pour revenir à un état précédent sans devoir revenir en arrière de tout le reste des étapes. Donc ça peut être plus ou moins intéressant. Vous voyez que là, il a effacé une partie des nuages, mais il décide de remettre quand même avec l'état d'historique le ballon à son état d'origine, ce qui permet voilà, d'être assez productif et surtout non destructif à ce niveau-ci. Donc ça, c'est plus ou moins intéressant. Hop, les fenêtres. Ici, on a une fenêtre volante qui est souvent chiante, qu'on peut décider de placer à un endroit spécifique pour éviter qu'elle nous prenne la tête, parce que moi, je me prends souvent la tête, cette fenêtre. Donc moi, par exemple, la mettre ici, on peut lui demander, hop, épingler, épingler. Comme ça, tu restes là, parce que sinon, chaque fois que vous faites un clic droit, elle va apparaître. Donc, là où vous êtes. Si par exemple, je décide de faire de nouveau ma petite forme ici, hop, elle apparaît juste en dessous avec les fonctionnalités spécifiques liées à cet élément-ci. Moi, elle me fait vite chier ce truc-là. Donc moi, je la déplace. Allez, fais pas chier, je te déplace. Hop, et je lui mets une petite punaise comme ça, elle me fait plus chier le reste. Mais c'est un petit peu en fait un concentré des propriétés, hein, mais qui vont aussi utiliser, intégrer les systèmes et les propriétés si jamais on va utiliser les outils d'IA, de sélection, d'adaptation, des trucs comme ça. Dans les fenêtres, donc sur la gauche, on a tous les outils. N'oubliez pas qu'on peut aussi étendre pour voir visuellement les outils de manière un petit peu plus large. Et on a surtout, très très important, chaque outil va avoir, enfin pas chaque outil, mais avoir des sous-options. La gomme, par exemple, n'utilisez pas la gomme, utilisez un masque plutôt que la gomme, par exemple. Mais la gomme d'arrière-plan, par contre, c'est un nouvel outil. La gomme outil magique, parfois c'est intéressant à ce niveau aussi. Donc, chaque fois, on va avoir des sous-options. Ici, l'outil doigt, c'est l'outil smudge qui va permettre, dans ce cas-ci, je crois qu'il va rien faire parce que c'est du vectoriel. Donc, il y a des outils qu'on ne peut pas utiliser sur des formes vectorielles. C'est des outils qu'on peut utiliser sur les formes pixelisées. Donc, exemple, je vais pixeliser le calque avec un clic droit. Et du coup, mon smudge, ici, je vais pouvoir, vous voyez, un petit peu déformer. On va augmenter l'intensité, on va augmenter la taille du pinceau. Vous voyez, je vais pouvoir. Ça, c'est l'outil smudge qui peut être un peu visuel si on veut, mais qui va étirer un peu les pixels et qui peut faire des effets. Il y a une tendance un peu actuelle en ce moment de faire la manipulation de un peu de pixels comme ça. N'oubliez pas que ça déforme un peu la qualité des pixels. C'est pas toujours joli. Donc faites un petit peu attention de comment, comment vous l'utilisez à ce niveau-ci. Commande Z, commande Z, commande Z, commande Z pour revenir en arrière, ou l'historique ici, tic 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 tic, hop, pixeliser le calque, non, ou petit rectangle. Donc on a les sous-options et on a ici les trois petits points qui vont permettre de modifier la barre d'outils parce qu'en fait on a plein d'outils qui sont peut-être pas affichés, qui sont peut-être encore un peu masqués ou pas, et on peut les adapter comme on le souhaite. Par exemple, pareil ici, on va avoir des outils pour modifier la couleur d'avant-plan et d'arrière-plan.
revenir aux couleurs d'origine. On a ici l'espèce de drapeau européen. En fait, ce drapeau européen, c'est pas un drapeau européen. Ça permet de passer en mode Quick Mask ou pas. Donc, ce qui veut dire le mode Quick Mask, là, je vais par exemple peindre, mais comme de nouveau, je suis dans un outil vectoriel, je vais repixeliser et ici, je vais repasser avec B pour brush. Hop, zone masquée, zone sélectionnée. Donc ici, par exemple, je vais peindre en vert. On peut changer la couleur si on veut. Mais là, ça va sélectionner normalement une zone. Et quand j'appuie de nouveau... Ah, j'étais pas en mode Quick Mask, j'étais évidemment en mode normal. Donc je reviens en arrière. Q pour Quick Mask. Là, vous voyez qu'en rouge, c'est les pixels que je vais sélectionner. Hop, là, on voit que cette espèce de pointillé qui bouge un peu, ce qu'on appelle la marche des fourmis, c'est ma zone de sélection. Donc la touche Q, ou ce petit raccourci ici, drapeau européen, drapeau, je ne sais pas ce que c'est, peu importe, c'est pas un drapeau en plus, mais ça permet de passer en mode sélection rapide et vite peindre, Q, peindre, peindre, Q, de rajouter avec un pinceau ou d'autres outils, de passer à un mode peinture de sélection à une sélection précise. Donc vous voyez ici, j'ai fait une espèce de sélection un peu barbare. Si par exemple j'appuie maintenant sur le petit clic ici plus, ben, il va me faire un nouveau calque vide dans ce cas-ci. Si par contre je fais mon petit raccourci magique que j'aime bien, commande J, il va faire un nouveau calque avec la duplication des éléments qui ont été sélectionnés précédemment. Et si par exemple je clique sur l'œil du calque en dessous, bah, évidemment ça le masque et ça permet de révéler ce calque là aussi. De nouveau, je le maquais, j'ai pas besoin. Donc, on a quand même pas mal de possibilités ici. Là, c'est la possibilité de modifier le mode affichage. Ou avec le raccourci clavier F, ça permet d'afficher avec une plus grande visibilité, moins d'interface, et encore une fois, on voit que le document par exemple. Donc ça permet de simplifier parfois un peu le contexte, le contraste. Voilà. Ça, c'est une question de choix personnel. Et la dernière option aussi, c'est l'option d'IA qui vont permettre de, par exemple, c'est intégrer Firefly d'Adobe dans le système, automatiquement générer une image. Je ne vais pas tout survoler pour le moment, mais est-ce que c'est un système plutôt graphique ou plutôt réaliste photographe? Est-ce qu'on a une image de référence? Est-ce qu'on a un effet spécifique? Donc ça peut être très très complexe, il y a beaucoup d'options, donc ça on ne va pas voir ça maintenant à ce niveau-ci. C'est de toute manière du try and retry and retry, et c'est encore expérimental, même si c'est plus vraiment en bêta, mais voilà, ça doit encore évoluer. Dernier principe aussi par rapport à l'interface, c'est au-dessus. Évidemment, on a le nom du fichier, on va avoir ici par exemple l'outil maison qui vont permettre de, de revoir son document. On peut revenir dessus si jamais. Donc le but c'est d'ouvrir un second document si jamais on veut un autre. La petite flèche, ça va revenir sur le document ouvert. On a ici par exemple les options. Chaque fois qu'on va sélectionner un outil, on va avoir les options spécifiques à cet outil qui vont apparaître. Les options ici de manipulation, c'est juste pour déplacer un élément. De sélection simple, de sélection au lasso, de sélection intelligente, de recadrage, de placement de sauvegarde de mise en place pour du texte ou des images. C'est beaucoup utile par exemple pour les web designers ou les designers UX UI. Clin d'œil pour eux. Les outils pipettes. Donc chaque outil qu'on va sélectionner, on va avoir les options de cet outil par exemple. Là, c'est si jamais on a des pré-réglages définis pour les pinceaux. On peut en trouver plein sur Internet et faire soi-même. Mais on a les réglages manuels sur l'épaisseur, la dureté, les pinceaux classiques. Et on a ici par exemple, qui s'ouvre de l'autre côté, les fenêtres avec tous les réglages hyper spécifiques, hyper détaillés des pinceaux pour faire modifier la transition, pour appliquer une texture, pour modifier la couleur, pour que par exemple la couleur soit variable en fonction de la pression, si jamais on utilise des palettes graphiques et des trucs comme ça. Donc on va avoir beaucoup de possibilités. On a évidemment les modes de fusion, on verra plus tard les modes de fusion, l'opacité, le flux. Ces petits symboles-ci, c'est si jamais on travaille avec des palettes graphiques par exemple. Les options de lissage, ça on verra aussi plus tard, ça va permettre de faciliter le trait et d'adoucir le trait si jamais on dessine très mal ou si on veut un trait un peu plus fluide à ce niveau-ci. Et on a ici par exemple l'outil qui va permettre de dessiner en symétrie verticale pour faire des mandalas, des tas de choses à ce niveau-ci. Ça peut être intéressant pour les illustrateurs, les graphiques, ou le design de logo, si on veut faire du design de logo à main levée par exemple, avec des outils pixelisés comme du pinceau. Donc tout ça, c'est des interfaces de base et du survol de base dans l'interface. Petit détail aussi, on va trouver par exemple
sur la droite, la possibilité de partager le document. C'est un petit peu la même chose. On peut le partager sous et le partager avec quelqu'un. Ici, c'est les notifications. Donc les notifications, si par exemple vous avez quelqu'un qui vous envoie un commentaire sur votre document ou autre, ou des notifications sur les partages, quelqu'un partage un fichier avec vous, vous pouvez le voir là. Ça, c'est l'option de recherche pour découvrir des options dans Photoshop. C'est comment utiliser ceci. C'est un petit peu l'intelligence, pas artificielle, mais c'est l'assistance, c'est l'aide un peu plus intelligente à ce niveau-ci. Et pareil, ici, là, c'est des mini-formations, des mini-tutos pour comment faire ceci, comment faire cela. C'est un peu lié. Et alors, le dernier petit truc ici, c'est euh, de nouveau, c'est le principe de base. C'est pour vite modifier, par exemple, les, euh, les, pardon, les espaces de travail pour les modifier. Alors, petit truc aussi, puis après je vais arrêter la vidéo, on va survoler un peu les menus ici. On a évidemment tout ce qui est fichier, la gestion des fichiers. Donc, c'est pas lié à la modification de l'image en elle-même. Hein. C'est modifier vraiment, importer les fichiers, exporter les fichiers, les automatisations, les scripts et tout ça. Donc, on va pas modifier le, le, le travail. On va surtout modifier le fichier à l'import et à l'export, les éditions, là ça peut être très très complexe, on a des paramètres assez variés qui vont apparaître ou disparaître en fonction des éléments sélectionnés par exemple. Donc ça peut être très complexe, ne vous cassez pas la tête à essayer de tout analyser, tout comprendre, ça viendra petit à petit à ce niveau-ci. L'image, donc ça c'est vraiment lié plutôt à tout ce qui va être dans ce cas-ci pixelisé, et pas d'ailleurs, parce qu'on peut modifier la taille de l'image, c'est vraiment la taille du support, la taille de la zone de travail pour adapter donc le rognage. Donc voilà, on verra aussi petit à petit les calques, une notion très importante, même si on va beaucoup plus travailler avec les outils de calque en direct qu'ici, de temps en temps ici, mais beaucoup de choses peuvent se faire de plusieurs manières différentes dans Photoshop. Hein. En utilisant des raccourcis clavier, en utilisant des menus d'interface, en utilisant des clics droit souris, euh, et je me demande même s'il n'y a pas la commande vocale maintenant. Évidemment, le menu de texte, c'est du basique, on va dire. Les menus de sélection pour, par exemple, sélectionner par plage de couleur, zone de mise au point. Si vous avez des fichiers qui ont des plages de mise au point, par exemple. Des systèmes nouveaux liés à l'intelligence artificielle pour automatiquement sélectionner le sujet et le ciel. Affiner votre sélection et voilà, on peut avoir différentes options. Les filtres, on va travailler un petit peu avec ça. N'abusez pas des effets des filtres, ça fatigue vite, c'est vite chiant. Les modes d'affichage, comment est-ce qu'on va afficher l'image à 100%, est-ce qu'on va zoomer dessus ou pas. Ce qui est une notion importante pour peut-être plus les graphismes qu'autre chose, c'est par exemple afficher les couleurs non imprimables. En gris par exemple, ce gris-ci, ça vous indique en fait ce vert n'est pas imprimable. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas imprimé, ça veut dire que imprimé, il va plutôt ressembler à ça. Donc ce qui est... Ah non, attends, c'est pas le bon, parce que là j'ai mis pour les daltoniens. Donc imprimé, pardon, il va plutôt ressembler à ça. Donc il y a pas une immense différence, surtout sur un écran, mais à l'impression, ça risque d'être un petit peu gênant dans ce cas-ci. Donc c'est toujours bien de nouveau, de quand on a sélectionné quelque chose, de sélectionner la couleur correspondante ou on laisse tel quel. Format des pixels, ne touchez pas à ça, sauf si vous faites de l'importation de vidéos anamorphiques ou des trucs comme ça. Carré, 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 carré. Le reste, c'est l'affichage des règles, des contours, des grilles. On verra ça aussi petit à petit à ce niveau-ci. Les modules externes, pardon, c'est si jamais vous avez des oui, j'arrive, mon chat, une seconde. Des plugins et des trucs comme ça. Et les fenêtres, c'est pour afficher, donc de nouveau, tous ces éléments-ci, ce qu'on appelle les fenêtres, les tracés, les styles de paragraphes, de texte. Il y a plein de choses. On peut adapter un petit peu comme on le souhaite. La bibliothèque, on peut les afficher. Si jamais quelque chose disparaît, bah, vous pouvez les remettre ici, par exemple. Ça permet, pardon, de les retrouver assez facilement ici, si besoin. Et de nouveau, vous pouvez adapter votre espace de travail comme vous le souhaitez, le sauvegarder, il n'y a pas de problème, et revenir dessus sans problème. Je vais arrêter ici cette première vidéo qui survole un peu l'interface. Après, on va commencer sur un petit travail avec une photo qu'on va éditer, retoucher, sélectionner, importer du texte. On va allez voir petit à petit. Merci.